Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous recevoir au travers de cette vidéo. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis le coach Franck et bienvenue encore sur cette chaîne, sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc extrêmement important, d'un thème extrêmement important qui est typiquement le leadership. Et pour partager cela, je ne suis pas seul, j'ai avec moi ici un mentor, un pasteur, un frère, un ami qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours en tant que leader, en tant que coach. Et je crois que nous serons tellement bénis de l'avoir aujourd'hui et de recevoir ce qu'il a de nous. Je vais lui donner l'opportunité de se présenter lui-même. Bonsoir, pasteur David, comment tu vas? Bonsoir, ça va et toi, Franck? Non, je vais très bien, pasteur. Vraiment, ça faisait un moment qu'on a essayé de mettre ce programme sur pied et vraiment, on a finalement eu l'opportunité de le faire. Vraiment, c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on en discute, on en parle, mais bon, finalement, on est là. On est là, vraiment, merci. On est en train de partager, c'est bon, c'est un plaisir. Ouais, vraiment, merci beaucoup pour ta disponibilité. Je sais que tu es vraiment occupé. Yes. Tu as décidé de libérer ton programme juste pour honorer à cet événement. Je te dis vraiment merci. Et avant même qu'on entre dans le but du sujet, j'aimerais que les gens te connaissent un peu. Qui est Pasteur David? Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu en quelques minutes avant qu'on commence à parler du sujet bien précis? Je crois que la chose la plus difficile de faire, c'est de demander de se présenter. Non, mais sinon, je suis David Chibambe, passionné de la connaissance, passionné du leadership. Et je suis en quelque sorte ce qu'on appelle en anglais transformational speaker, transformational leader. Okay. Mon but ou ma perspective et ce qui me passionne ou ce que je suis, c'est ce que je suis un leader qui aime voir les gens transformer. Donc la transformation, le développement et sur toutes ces formes. Donc en quelque sorte, c'est ce que je suis. Voilà, donc alors j'ai des responsabilités, alors j'ai des tâches où je suis responsable de la maison d'Imania, où c'est pratiquement une plateforme où on enseigne sur le développement, sur le leadership et tout ça, et je suis aussi responsable spirituel, donc c'est en quelques mots ce que je suis et je fais. Entrepreneur aussi. Donc, voilà. J'aime bien ce que tu as dit. Tu as dit en quelques mots, ce qui veut dire que tu n'as pas tout dit ce que tu es. Parce que ce que tu viens de dire, c'est juste une petite partie, toute petite partie de ce que tu es. Et je crois que c'est déjà un honneur de t'avoir parmi nous. Et avant qu'on continue, j'aimerais mentionner que si je suis passionné par le leadership aujourd'hui, ou bien si je suis devenu coach certifié aujourd'hui, c'est grâce à Pasteur David. Je venais le voir tout le temps, je disais, Pasteur, vraiment, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Et il me poussait tout le temps, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Il passait les coups de téléphone, les coups de fil, afin que je puisse avoir accès à cette grande certification qui est la Maxwell Leadership Team Certification. Et aujourd'hui, je suis très heureux de faire partie de cette famille. Mais lui, il est mon seigneur dans ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, s'il faut parler de leadership, s'il y avait lui, on va le faire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'auto-leadership comme étant la fondation de tout grand leader. L'auto-leadership, parce que lorsque tu vas, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vois des personnes qui parlent de leadership, tu as l'impression que la seule idée qu'ils ont du leadership, c'est de diriger les autres, c'est de conduire les autres, c'est d'être devant et puis les autres vont te suivre. Mais je crois qu'il y a autre chose beaucoup plus profond que diriger les autres. C'est pour ça que j'aimerais que tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu entends, d'après toi, qu'est-ce que tu entends par auto-leadership. Est-ce que l'auto-leadership peut être vraiment considéré comme la fondation de tout grand leader? Non, je crois que l'auto-leadership, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Si on veut avoir de l'impact dans le leadership, ça doit commencer avec soi-même. Okay. Ça doit commencer avec soi-même dans le sens où c'est facile de parler de ce qu'on a entendu quelqu'un faire, mais c'est différent de parler de sa propre expérience, des choses qu'on a faites, des choses qu'on a expérimentées. Et je crois que si on rentre encore à la définition de Maxwell, qui parle du leadership en disant que c'est l'influence. Donc, ça devient important que l'on soit en mesure de s'influencer soi-même. Quand vous regardez, même en tant que quelqu'un qui a conduit les gens comme
un philosophe ou toutes ces histoires. Vous avez beaucoup de philosophes qui parlent même de se connaître soi-même. Vous avez Christ qui certains considèrent comme le plus grand des philosophes, au-delà du fait qu'il est Dieu, qui parle même de aime ton prochain comme toi-même. Je crois qu'il doit y avoir une certaine base. Hier, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit que il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas appris à se traiter ou à prendre soin d'eux-mêmes ou bien à se traiter de la bonne manière. You know, like when we say to treat yourself better. Exactement. Comment ils ne savent pas comment se traiter de la bonne manière. Donc, ils diront n'importe quoi sur eux-mêmes, ne comprenant pas la valeur des mots et la force des mots. Alors, du coup, ils se sentent justifiés quand ils peuvent dire n'importe quoi à n'importe qui. Exactement. Alors, quelqu'un peut te traiter de n'importe quelle manière, t'appeler tous les noms parce qu'il se dit que, bon, si je me dis ça à moi-même, donc je peux le dire à n'importe qui. Ça, c'est pas Alors, ça devient maintenant important de savoir que si je dois diriger les autres avec influence, si je dois... C'est pourquoi j'ai pas dit seulement que, you know, quand je dis que je suis un coach de la transformation, un transformational coach, différent d'un coach inspirational coach, qui vient, qui inspire les gens et tout ça. Non, mon but, c'est vraiment de voir les gens transformer, les voir changer. Le but, la base, vraiment, c'est de faire. Alors, quand on regarde ça, vous allez voir que il devient important que avec ma connaissance, je peux vous impressionner. Avec mon expérience, je peux vous changer. J'aime ça. Reprends ça, pasteur. Avec ma connaissance, je peux vous impressionner. Mais avec mon expérience, je peux vous changer. Ou je peux même vous impacter. Exactement. Alors, du coup, ça commence avec soi-même. You know, et donc, je crois qu'en tant qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui sait s'auto-diriger soi-même. Ouais, voilà. Et tu as mentionné quelque chose tout à l'heure, un coach transformateur et un coach motivateur. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre ces deux catégories de coach? Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on appelle coach, c'est nécessairement quelqu'un qui est là pour te pousser. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, qui te donne cette adrénaline-là, sans nécessairement voir ou alors s'attendre à un résultat quelconque sur la transformation de ta vie. Est-ce que tu peux essayer un peu de faire cette différence? Parce que je me rappelle un jour, on parlait, tu as dit, tu ne te considères pas comme étant un motivational speaker, mais tu te considères comme un motivational teacher. Ouais. Est-ce que tu peux encore bien nous donner la différence entre ces deux-là? Je crois que c'est basique. You know, quand on regarde, tout le monde peut parler. Par exemple, tout le monde peut parler, peut te dire ce qu'il faut faire. Par exemple, je donne juste un exemple simple. Prenons un exemple qui va peut-être être plus... qui aura plus de l'impact. Par exemple, parlons du foot. Quand il y a des gens qui peuvent venir vous dire ce qu'il faut faire. Par exemple, quand il vient, you know, quand vous regardez, dernièrement, on a eu la CAN, you know, il y avait des gens qui disaient, non, si tu fais ça, si tu t'entraînes, tu peux faire ça, comme ça. Et, you know, ils viennent pour vous motiver, pour vous montrer ce qu'il faut faire et tout ça. Mais un coach, c'est quelqu'un qui vient, il vous enseigne. So the difference between a teacher et juste un motivateur. Un motivateur, on en a besoin aussi de temps en temps. Un motivateur, c'est quelqu'un qui te dit que tu peux le faire. Un enseignant, c'est quelqu'un qui te montre comment le faire. Un motivateur, c'est quelqu'un qui te dit que tu peux le faire. Et un enseignant, c'est quelqu'un qui te montre comment le faire. Oui, et il y a une différence. You know, quand quelqu'un vient te dire que non, là, you know, tu peux... Pour marquer, il faut faire ça. Tu peux faire ça et tu es capable de faire et tout ça. Que quand quelqu'un te dit que fais ça et tu vas atteindre tes objectifs. Donc, du coup, vous avez quelqu'un, quand il vient, il vous inspire. Et puis, quand vous avez la motivation, vous êtes inspiré, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes excité. Et puis, bon, quand ils partent, vous vous dites, oh, je commence où? Exactement. Tu vois? Exactement. C'est-à-dire que tu es hype, tu te dis que ouais, yes we can, on peut le faire, on est en mesure, on a la capacité, on a toutes ces histoires-là. Et puis quand ils sont partis, vous restez, vous vous demandez, bon, je commence par où? Mais un transformational leader ou bien quelqu'un qui vous enseigne, il vient, il vous dit que ok, maintenant, vous pouvez le faire et commence par là. Et quand il y a des choses à corriger, il commence à vous corriger et toutes ces histoires. Donc, un peu du coup, si je dois me résumer, c'est comme
celui, un motivateur vous dit que vous pouvez le faire. Un transformateur vous enseigne, ou bien cet enseignant vous montre comment le faire. Un peu comme Christ. Hein? Exactement. Il vient, il nous donne, il dit, si toutes les fois que vous devez prier, priez comme ça. Comme ça. Donc, il vous donne un schéma, une structure, des choses que vous devez appliquer. Quand vous les appliquez, voilà, vous avez les résultats. Il ne vous dit pas seulement prier, mais il vous montre comment le faire. Voilà. Alors, ça, c'est un trésor. Et ne soyez pas surpris si de temps en temps, vous nous entendez parler de Christ, vous entendez parler de Dieu. Nous sommes au préalable chrétiens. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes suiveurs de Jésus-Christ. Nous sommes fils et enfants de Dieu. Ne soyez pas frustrés si cela ne s'attache pas à vous. Mais on aimerait juste... Non, je crois que la base, hein, c'est que on veut... Les principes, c'est la vérité. La vérité, elle est différente. En anglais, on dit truth. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a la vérité. Donc, la nôtre, on la base sur ces enseignements. Exactement. Mais ce sont des principes qui peuvent être appliqués par tout le monde. Exactement. Et les principes, c'est les principes. Hein. Les principes ne sont pas discriminatoires. Alors, du coup, les principes sont principes et tout ça. Mais deux fois qu'on aura des références, on ne prêche pas la religion, mais un peu comme quelqu'un vous dira que non, Albert Einstein a dit. Alors, moi, je préfère dire que Christ a dit. Ça, c'est clair. Voilà. Oh, j'aime beaucoup ça. Et si, mais comme nous sommes en train de parler de l'auto-leadership, j'aimerais savoir quelles peuvent être les principales composantes de l'auto-leadership, par exemple. Déjà, comment un individu peut-il développer les aptitudes ou alors les attributs de l'auto-leadership pour l'idée, comment on peut dire ça comme ça? Je crois que les premiers principes, c'est de se localiser, de se situer, de savoir où est-ce que vous êtes, d'abord, premièrement. Et donc, vous vous dites que où est-ce que je suis dans la vie, à quel point est-ce que je suis. La deuxième des choses, c'est de reconnaître que vous êtes ignorant. Dans le sens où vous ne pouvez pas apprendre si vous pensez que vous connaissez. Je crois que la plus grande difficulté de notre temps, et surtout en 2024 maintenant, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont l'illusion de la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance, mais l'illusion de connaître. Et c'est pourquoi vous allez voir en beaucoup de gens que c'est toujours je sais, mais actually, ils ne savent pas. Alors, c'est de se localiser pour se dire où est-ce que je suis. Où est-ce que je suis en train d'aller? Qu'est-ce que je veux accomplir? Donc, les premières des choses, c'est être un homme ou une femme de caractère. Alors, quand vous commencez à baser ces choses sur être un homme, une femme de caractère, ça vous aide à voir comment est-ce que vous pouvez vous diriger. Donc, du coup, vous ne demandez pas seulement aux gens ce qu'ils peuvent faire, mais vous commencez d'abord, premièrement, par le démontrer à vous-même. Si vous faites une promesse, vous l'accomplissez vous-même d'abord. Des promesses que vous faites à vous-même et comment est-ce que vous vous dirigez vous-même, vous respectez votre temps, vous respectez toutes ces choses. Alors, du coup, ça devient un peu plus facile de les communiquer aux autres. Parce que souvent, j'ai toujours dit que on peut enseigner ce qu'on connaît, mais on ne reproduit que ce qu'on est. Exactement. Normalement, on peut être un professeur d'anatomie ou un professeur de la science et venir, par exemple, devant les gens et faire un exposé. Je vais en Chine aujourd'hui, je fais un exposé. Je dis, bon, pour avoir des bébés chinois, les chromosomes et toutes ces histoires, il y a ceci, ou bien les chromosomes des blancs sont différents des noirs, toutes ces choses-là, et vous pouvez très bien expliquer, très bien étaler, donc la science et tout ça, et les gens seront impressionnés et tout ça. Et si, par exemple, vous avez deux Chinois qui viennent ensemble, ils vous font un bébé chinois, évidemment. Mais par exemple, quand on parle de reproduire que ce qu'on est, quand ça sera mon tour, par exemple, d'aller avec quelqu'un, l'enfant qui va sortir de moi sera un enfant noir. En quelque sorte, ce qu'un lion ne peut pas donner naissance à un singe. Exactement. Mais bon, vous pouvez enseigner, vous pouvez faire toutes ces choses, mais quand il faut reproduire, la reproduction ne sera que ce que vous êtes. Donc, du coup, on a vu des parents, on a vu des gens qui vous disent ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Faites ce que moi je dis.
dis et pas ce que je fais. Et à la fin, on se rend compte que nos enfants, c'est pratiquement ce que nous sommes. Un peu comme on dit en anglais, the apple doesn't fall too far from the tree. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Voilà, tu vois un peu. Du pommier, exactement. Donc c'est un peu dans ce sens-là, cette illustration où on peut enseigner ce qu'on sait ou ce qu'on connaît, mais on ne reproduit que ce qu'on est. Exactement. Et est-ce que tu penses que l'auto-leadership et la discipline sont pareils, ou alors l'un fait partie de l'autre? Il n'y a pas d'auto-leadership sans discipline. Je crois que la discipline, c'est la fondation, c'est la base. Il y a une certaine discipline, même la discipline personnelle. Il y a une certaine discipline qui doit être présente pour accomplir certaines choses. Alors, et quand on manque cette discipline, ça devient difficile d'accomplir quelque chose de solide, parce qu'on doit de fois, on ne se rend même pas compte. Par exemple, quand la discipline, ça fait partie des décisions que l'on fait. Quand vous prenez une décision et vous l'accomplissez, comme on dit en anglais, you follow through. C'est-à-dire que tu l'accomplis. Tu l'accomplis. Donc, l'autodiscipline et leadership, ça va de pair, ça va ensemble. Ensemble, exactement. Donc, pour vous diriger vous-même, vous devez être discipliné. Donc, si vous n'êtes pas discipliné, ça sera difficile. Exactement. Et tu sais, on vit actuellement dans un siècle qui est rempli de distractions, où c'est pas facile, où la capacité à retenir ou alors d'attirer l'attention de quelqu'un est devenue très faible à cause des nombreuses distractions que nous avons, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie en général. Nous sommes constamment distraits. Donc, quels sont les conseils ou alors les conseils pratiques que tu peux donner à quelqu'un qui veut commencer ce voyage de leadership là et qui peut bâtir une certaine muraille autour de lui pour combattre la distraction, afin de vraiment, comme tu as dit dès le départ, avant de commencer, il faut savoir où on est. Quelqu'un peut se retrouver, il peut dire ok, je commence mon voyage, je suis à tel niveau, je veux partir à tel niveau, mais il y a tellement de distractions. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là qui pourront être des conseils fiables qui lui permettront de commencer son voyage de leader? Je crois que si je dois donner quelque chose de pratique, quelque chose de clair, de concret, la première des choses, c'est les priorités. Donc, avoir une liste de priorités dans différents domaines. Par exemple, je donne un exemple. Je crois qu'il y a quelque temps, j'étais en train d'écrire et vous voulez d'abord avoir, je crois que j'avais vu ça quelque part chez Dave Ramsey ou quelque part avant, les points dont il parlait. Je crois que c'est il y a 1 année, 2 ans, quelque chose comme ça. Donc, vos objectifs. Quels sont vos objectifs sur le point financier, dans le domaine financier? Quels sont vos objectifs spirituels? Quels sont vos objectifs de famille? Quels sont vos objectifs selon votre carrière? Quels sont vos objectifs selon dans le monde social et tout ça? Donc, avoir des objectifs et avoir des priorités. Et quand vous avez cette priorité, comprendre aussi l'importance de ces priorités. Quand vous regardez, par exemple, il y a quelqu'un comme Stephen Covey. Stephen Covey parle du cadran des priorités. Il y a des choses qui sont importantes et prioritaires, donc pas tellement prioritaires, mais there are things that are important and urgent. Voilà, des choses qui sont importantes et urgentes. Il y a des choses qui sont importantes et pas urgentes. Il y a des choses qui sont importantes, qui sont pas importantes mais urgentes. Et il y a des choses qui sont ni importantes ni urgentes. Donc, j'essaie de traduire ça en anglais dans ma tête. Pour chacun, ça va dépendre. Ça sera différent d'une personne à une autre par rapport, selon les objectifs que vous vous êtes donnés. Alors, c'est de se poser qu'est-ce qui est important. Par exemple, la famille, elle est importante et elle est urgente. C'est-à-dire que quand il y a un besoin incessant, vous abandonnez tout. Aujourd'hui, par exemple, je dis que si ma fille, par exemple, a besoin de moi, d'abord, elle est importante. Et si son appel est urgent, donc quand elle m'appelle, je sais que non, c'est quelque chose d'important et c'est des choses que je peux tout abandonner pour m'occuper d'elle et prendre soin d'elle. Un autre exemple, si je dois toujours parler des relations, il y a des relations, par exemple, dans le business ou même avec des gens qui sont importantes
mais qui ne sont pas urgentes. Ok. Alors, par exemple, garder une bonne relation avec toi, c'est important, mais c'est pas urgent, incessant. Mais je dois toujours m'organiser pour voir, ok, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je programme ces choses et que je le fasse. Exactement. Et puis, il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes. Par exemple, il y a des appels, de quelqu'un qui t'appelle, qui te rappelle, qui t'appelle. Donc, il y a une certaine urgence, mais c'est pas tellement important. Et il y a aussi des choses qui sont ni importantes, ni urgentes. Par exemple, comme certains trucs sur les réseaux sociaux. Exactement. Ce n'est ni urgent, ni important. Quand vous regardez certaines personnes, ça ne vous apporte rien. Rien du tout, exactement. Alors, quand vous avez déterminé ce qui est important et ce qui est urgent, et ce qui est important, qui n'est pas urgent, et vous avez aussi déterminé ce qui n'est ni important, ni urgent, et aussi ce qui est ni important, mais urgent, vous savez bien les organiser. Là, c'est de voir maintenant comment vous organisez. Le deuxième facteur, c'est le facteur temps. Alors, quand on parle de facteur temps, une des choses qui m'a aidé ou qui m'aide, c'est se donner des délais. Par exemple, on se dit que quand on sait que je dois faire quelque chose, il y a des gens qui travaillent mieux sous pression. Sous pression. Ils se disent que bon, quand je sais qu'il y a telle chose qui m'attend, on commence à faire. Je vous donne par exemple un exemple. La veille ou la semaine de votre voyage. Quand vous savez que vous allez en vacances, généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous organisez, vous vous rassurez que le frigo, il n'y a pas des choses qui vont expirer. Quand vous partez, par exemple, pour une semaine ou quelque chose, vous vous rassurez que s'il y avait des appels qu'il fallait faire, c'est fait. S'il y a des factures et toutes ces histoires. Alors, quand vous regardez, pourquoi? Parce que vous avez quelque chose d'important pour vous et vous voulez vous organiser. Donc, du coup, vous n'allez pas rester là en train de regarder la télé ou toutes ces choses quand vous savez que vous devez voyager le lendemain et que vous n'avez pas encore fait vos valises. Je sais qu'il y a certains qui le font. Mais, exactement. Mais vous vous organisez en vous disant que non, il faut que je fasse ce que je dois faire pour que je sois libre quand je serai en train d'aller en vacances ou toutes ces choses-là. Donc, du coup, quand vous vous donnez un certain délai, vous dites que telle ou telle autre chose va arriver et elles doivent arriver comme ça. Et dans ce délai-là, vous voyez que vous vous empressez. Par exemple, une des choses qui nous aidait pour certains élèves, c'est de voir quand ils ont un devoir et qu'ils doivent remettre, vous allez voir même la veille. Disons, vous aviez un devoir que vous n'avez pas fait toute la semaine et la veille de cet examen ou de ce devoir, vous devez le faire. Qu'est-ce que vous faites? Parfois, vous êtes pressé. Vous êtes pressé. Vous essayez d'étudier toute la nuit. Vous essayez d'étudier toute la nuit. Vous n'êtes pas sur votre téléphone. Jamais. Vous regardez. Donc, vous êtes busy. Vous avez cette préoccupation-là. Et du coup, par exemple, nous, quand on était encore au collège ou à l'université, vous allez rester toute la nuit. Boire du café, en train de bosser. Et dit, cet examen-là, si je le rate, ça sera pas bien. Exactement. Donc, du coup, vous vous disciplinez par rapport à ce moment-là. Quoique la bonne discipline serait d'avoir fait l'examen avant. Avant, exactement. Vous vous préparez avant. Mais deux fois, quand vous êtes sous cette pression-là et sous cette attente-là, vous faites toutes ces histoires. Donc, du coup, tu te rends compte que toutes les autres choses que tu ne vas pas faire quand tu es sous cette pression ne sont ni importantes ni urgentes. Exactement. Tu vois un peu. Et il y aura certaines choses qui sont aussi importantes, mais qui ne sont pas urgentes, que tu peux mettre de côté. Donc, tu vois un peu, tu t'organises dans cette chose. Pourquoi? La troisième des choses, c'est à cause des conséquences. Si tu te mets quelques conséquences, tu dis que si ça, c'est pas fait, ceci ne sera pas fait ou ceci va arriver. Alors, quand on se dit que une des conséquences, par exemple, comme par rapport à étudier, on se dit que si je rate cet examen, je dois reprendre soit le semestre ou je dois reprendre l'année. Alors, l'urgence, l'important, par exemple, est-ce que regarder des choses qui vont me distraire pendant 2 jours ou pendant une semaine, est-ce que c'est comparable à reprendre toute une année ou tout un semestre? Alors, quand tu mets ça sur la balance, tu vois que ça ne pèse pas autant que les conséquences de ces choses-là. Exactement. Donc, les priorités, le temps et les conséquences qui doivent arriver. Donc, pour ne pas donner beaucoup de choses, je crois que ce sont les 3 choses qui sont les plus pratiques que je conseillerais à quelqu'un de faire. Quand vous avez vos priorités claires, quand vous mettez un délai,
un temps, et aussi quand vous avez des conséquences. Quand les conséquences pèsent plus que la petite distraction, vous allez voir que cela va vous aider à savoir comment vous organiser et ce qui est important pour vous, pour quel objectif et comment est-ce que vous y prenez. Wow. Exactement. Et s'il y a un truc qui m'a beaucoup marqué sur ce que tu viens de dire, c'est surtout cette histoire de temps. Parce qu'on a remarqué, on dit souvent ici aux États-Unis, le temps c'est l'argent, mais ce que les gens oublient, c'est que le temps n'est pas l'argent, le temps c'est la vie. Non, le Parce temps, que notre vie n'est pas mesurée en fonction de l'argent que nous gagnons, mais en fonction du temps que nous perdons. Et on vit dans un environnement où les gens sont prêts, les gens qui sont surtout étouffés ou alors comment on pourrait dire ça, les gens qui sont dans cet engrenage de rat race, lorsqu'ils partent au travail le matin et qu'ils rentrent le soir, ils n'ont plus rien d'autre à faire. Pour eux, c'est que leur vie, ça s'arrête comme ça. Ils passent des heures et des heures à visionner, à être sur les réseaux sociaux, à écouter des choses qui ne servent à rien sans savoir que c'est leur vie qui est en train de passer. Et tu vas le voir 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, ils seront la même personne. La seule chose qui aura changé dans leur vie, c'est qu'ils auront vieilli physiquement. Et ils n'auront pas quelque chose de tangible pour mesurer le temps qu'ils auront passé, parce qu'ils se disent toujours que le temps, on a le temps, surtout quand on est jeune. Donc j'aime beaucoup le fait que tu aies mentionné cette histoire, cette partie du temps, et aussi le résultat, les conséquences des choix. J'aime bien ce que le regretté mémoire Dr. Miles Monroe a dit un jour, lorsque tu peux prendre une décision, étudie les conséquences. Parce que lorsque tu connais les conséquences de la décision que tu veux prendre, tu prendras de meilleures décisions pour éviter ces conséquences négatives qui pourront s'attacher à toi. Donc, le fait que tu aies énuméré ces trois choses, c'est vraiment exceptionnel. Et si on a depuis en train de parler de l'auto-leadership, maintenant, j'aimerais te demander, est-ce qu'il faudrait que tu définisses le leadership en général? Le leadership en général, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bon, généralement, le leadership, c'est l'influence. C'est l'influence. C'est avoir la capacité d'influencer des gens pour aller dans une direction donnée, pour avoir des résultats qu'on cherche. Donc, quand vous regardez, vous réfléchissez, vous vous dites que c'est cette influence-là pour aider ou pousser ou conduire les gens, ceux qu'on dirige, à aller dans une destination donnée. C'est ça la définition la plus simple du leadership. Ouais. Okay. Parce que le problème de fois avec le leadership, on le confond avec les responsabilités ou les rôles. Exactement. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un rôle ou une responsabilité ou une position ne sont pas nécessairement leaders. C'est vrai que c'est comme ça que vous allez voir, par exemple, des gens des gens de la rue qui ont plus d'influence que certaines personnes qui ont des positions de leadership. Donc la personne là n'a que de la position, mais elle n'a pas l'influence. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, quelqu'un peut venir, il a des gens toujours avec lui derrière qui peuvent le suivre dans une certaine direction. Donc le leadership, in and out of itself, en soi, c'est juste l'influence. Influencer ou diriger les gens à suivre une certaine direction et certains objectifs. Ouais. Ok. Et je me rappelle un jour, j'ai discuté avec quelqu'un, je crois que c'était au travail, et la personne on discutait un peu sur le leadership, et la personne j'ai demandé à la personne de me donner par exemple les noms de certaines personnes qu'il considérait comme leaders. Il a cité certains noms. Et j'ai posé la question à cette personne, j'ai demandé, est-ce que tu penses que Hitler était un leader? Il a dit non. Il a dit non. Non, mais Hitler, c'était un leader formidable. Exactement. Non, par rapport au leadership de Hitler, c'était exceptionnel. Exactement. Mais par rapport aux actions de Hitler, c'était mauvais. Exactement. Alors, je veux redire. Il ne faut pas qu'on coupe ça et qu'on mette que, oh non, il y a quelqu'un qui a dit que non, Hitler. Non, ses actions étaient mauvaises. Mais il était un leader, c'est-à-dire qu'il a influencé les gens, toute une nation,
à agir selon ce qu'il voulait, selon ses pensées et tout ça. C'est ça même l'influence du leader. Parce que je crois que la plupart des gens pensent qu'il n'y a que Gandhi qui était... Gandhi était un bon leader. Hitler était son moral était mauvais. Mais le fait qu'il était un leader, avoir toute une nation, c'est parce que le leadership, c'est l'influence. Voilà. Et il était extrêmement influent. Ouais. Et diaboliquement influent. Diaboliquement. Mais il était. C'est pour ça. Est-ce que tu penses que on devrait ajouter à la définition de leadership la capacité à influencer des personnes dans le bon sens pour qu'il n'y ait pas par exemple cette confusion là, parce que comme tu viens de dire, Hitler était un très bon leader, il a appliqué tous les principes de leadership, parce que quand tu vois son histoire, quand tu écoutes son histoire, quand tu lui vois un peu les documentaires sur lui, c'est pas quelqu'un qui était grand de taille, c'est pas quelqu'un qui était costaud, c'est pas quelqu'un, mais il avait un certain charisme, il avait une capacité d'influencer, mais il a influencé les gens dans la mauvaise direction, à poser des actes négatifs. Est-ce que si on veut, étant donné que nous sommes là pour bâtir des personnes à peut-être aller dans la bonne direction, est-ce que tu penses que ajouter cette particularité ou insister que le leadership c'est la capacité d'influencer les gens en allant vers la bonne direction ne serait pas peut-être nécessaire? Non, je crois que nous, on doit apprendre à devenir des bons leaders pour les influencer à aller dans la bonne direction. Okay. Mais le leadership, in and out of itself, lui-même, il n'a pas de gendre. C'est un principe, il n'est pas moral ou toutes ces choses. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a par exemple certains principes, certaines lois qui sont lois, elles ne discriminent pas. C'est comme la loi de l'apaisanteur. Si un voleur décide de sauter du haut d'un building ou d'un bâtiment, ce qui va lui arriver, c'est clair. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'il a cassé la loi de l'apaisanteur. Mais si moi, le pasteur, je décide d'aller sauter du haut du building, d'un bâtiment, tu vas te casser aussi. Les mêmes conséquences. Donc, du coup, on regarde maintenant, c'est avec ça. Vous avez d'un côté ces lois de l'apaisanteur qui font à ce que, si on les utilise pas bien, on a des conséquences négatives. Mais si on les utilise bien, on sait faire voler un Boeing 737 qui peut prendre des milliers de tonnes. Oui, exactement. Donc, les principes sont principes, ils sont neutres. C'est un peu comme l'argent, ni bon ni mauvais. Exactement. Donc le leadership aussi, c'est la même chose. Exactement. Et s'il faudrait dire par exemple à quelqu'un qui veut devenir, qui dit ok, moi je veux commencer mon voyage d'auto-leader, je veux me développer, quels sont les domaines dans lesquels tu penses que quelqu'un devrait développer son auto-leadership avant de décider de commencer à influencer son environnement, avant de commencer à influencer les autres? Quels sont les domaines dans lesquels quelqu'un peut décider de commencer à développer son leadership? Je crois que le premier domaine, c'est de travailler sur être un homme et une femme de caractère. Okay. Je crois que ça commence là-bas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de dirigeants qui ont un caractère douteux, pas bon. Et je crois que quand vous commencez à développer ce caractère dans le sens où vous travaillez, votre parole et ce que vous faites, c'est cohérent. Et je crois que ça commence là-bas. Et quand vous devenez un homme et une femme de caractère, et puis devenir meilleur que ce qu'on était hier. Je crois que quand on faisait une des classes de leadership, je crois que sur les 15 lois de la croissance, je crois qu'on avait utilisé, j'ai oublié le contexte, mais je vais essayer de l'interpréter littéralement en français. Ok, toi tu vas m'aider à l'interpréter en français. Je crois que c'était un rabbin qui avait dit ça. If tomorrow is not going to be better than today, then you don't need tomorrow. Ok, si demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui, donc tu n'as pas besoin de demain. Donc, in other words, je sais tomorrow is useless if you cannot make the best, tu vois. Donc, il y a aussi, quand on commence, d'abord, c'est la croissance, mais c'est, qu'est-ce que j'ai dit? C'était le caractère, mais deux, je crois que c'est la croissance aussi. Savoir se développer, croître dans des choses comme devenir meilleur, devenir une personne,
un homme, une femme consistant et tout ça. Donc, je crois que c'est là les bases. Si je dois conseiller à quelqu'un avant d'embarquer sur ce chemin de leadership où on doit commencer à diriger les autres, je crois qu'on doit apprendre à se diriger soi-même. On doit se développer, on doit devenir quelque chose, on doit se former. Et prendre ce temps. Quelqu'un a dit que si on te donne 2 heures ou 4 heures pour couper un arbre, je passerai 3 heures en aiguisant la hache. La hache, ouais, parce que il y a un certain niveau de leadership. Si vous n'avez pas une certaine you don't have a certain degree of self-responsibility. Un degré d'autoresponsabilité. Or self-leadership, it becomes fatal. So the things that were supposed to give you life will kill you. Ah, ok, les choses qui sont supposées de la vie vont te tuer. Yeah. Exactement. Donc, oh, ok. So, étant donné que nous sommes, parce que peut-être certaines personnes ne comprennent pas ça, étant donné que nous sommes des êtres spirituels qui vivons dans un corps et qui avons une âme, est-ce que tu crois que le leadership peut aussi toucher ces 3 aspects, ces 3 parties de l'homme, que ce soit son esprit, son corps et son âme? Parce que j'ai souvent remarqué, lorsqu'on parle, par exemple, de leadership, je crois que le leadership ou l'auto-leadership, c'est le développement personnel. La partie du développement personnel. Maintenant, lorsqu'on parle vraiment du développement personnel, je vois que les gens se focalisent plus sur la partie intellectuelle. On se dit, il faut étudier, il faut lire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes se focalisent sur ça et négligent l'aspect spirituel ou alors l'aspect physique. Et cela forme parfois des leaders qui sont très intelligents, mais qui n'ont pas un certain compas ou alors un certain compas spirituel, ou alors qui sont très spirituels, mais qui n'ont pas une certaine balance physique ou alors une bonne apparence physique, ou alors qui sont très physiques, mais du côté spirituel ou du côté intellectuel, ils sont carrément à terre. Est-ce que tu penses que l'auto-leadership doit toucher ces 3 aspects-là pour avoir une certaine vie équilibrée? Je crois que pour moi, ça commence même là-bas. Je crois qu'on on regarde les choses à l'envers. Dans le sens que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Donc, même quand on parle de la vie, je crois que je discutais avec certaines personnes, même quand on parle de la vie spirituelle, je crois que le problème, c'est que nous, on a fait des compartiments. So we kind of, put certain things in compartment. Et puis, on se dit que non, ça, c'est ma vie de ceci, ça, c'est ma vie de ceci, ça, c'est ma vie de ceci. Mais quand on regarde, par exemple, une des définitions de la vie spirituelle, c'est pratiquement notre vie tout entière, mais selon la perspective de Dieu. Exactement. Wow. Tu vois? So, quand on regarde selon cette perspective, on comprend alors certaines choses. Une des premières des choses, c'est que nous n'existons pas pour nous-mêmes ou de par nous-mêmes, que nous avons été créés par un créateur pour un but et un objectif. Alors, pour vivre une vie épanouie, c'est notre responsabilité de découvrir la raison pour laquelle nous avons été créés. Exactement. Parce que toutes les fois qu'on commence à fonctionner en dehors de ce pourquoi on a été créé, on ne va pas vivre une vie épanouie. On peut faire de l'argent, mais vous ne serez jamais épanoui. Exactement. Tu vois un peu. Et donc, cet épanouissement, cet accomplissement, c'est de vraiment découvrir la raison pour laquelle on était créé. La raison pour laquelle Dieu nous a mis ici sur terre. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de vous qu'il n'y a que vous qui pouvez partager au monde. Et une des preuves, c'est nos empreintes digitales. C'est-à-dire que quand tu regardes dans le monde entier, il n'y a personne qui a les mêmes empreintes digitales que toi. Tu vois? Donc, du coup, il y a certaines choses qui ne peuvent être faites que par toi. La manière dont tu dois le faire. Il y a un certain impact, une certaine influence qui ne viendra que par toi. Alors, Dieu t'a donné cette responsabilité ou il t'a donné ce don-là afin que tu le fasses de cette manière. Alors, découvrir ce pourquoi nous existons nous permet maintenant à vivre cette vie selon celui qui nous a créés pour avoir le maximum d'impact et tout. Et alors, quand on a découvert, donc tout émane de ça, de cet aspect quote-unquote spiritual, cet aspect spirituel. Même quand j'ai parlé du caractère, on parle généralement pour ceux qui se disent non, moi je suis pas spirituel, je suis pas chrétien ou je suis pas spirituel, je suis seulement spirituel. J'aime pas la religion, mais je suis spirituel, comme les gens deux fois aiment le dire. Mais quand vous regardez, vous allez voir que
même cet aspect spirituel, ou même les gens qui refusent de suivre soit la Bible ou soit ces choses-là, mais ils ont cette éthique morale. Exactement. Alors du coup, quand vous posez, mais cette morale, la morale, elle vient d'où? Qui la détermine? Qui détermine qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Et toutes ces choses, tu vois. Alors donc du coup, c'est de comprendre pour dire que non, cet aspect doit être d'abord le fondement ou la fondation, et puis maintenant le reste va émaner de ça. Donc quand je découvre par exemple ma mission ou ma raison d'être, alors je me rassure que le reste aussi, mon niveau intellectuel, mon niveau physique, ma santé et tout ça, ça marche de pair avec ce pourquoi j'ai été créé pour faire. Donc c'est un peu ça. Donc je crois que c'est pas un élément qu'il faut négliger. Exactement. C'est pas un élément qu'il faut négliger, se dire que non, moi je veux seulement me focaliser sur l'aspect intellectuel et pas là. C'est comme ça qu'on a des gens très intelligents mais qui n'ont pas de moralité. Exactement. Et quand on regarde exactement. L'Afrique en souffre. Exactement. Et j'aime bien le fait que tu aies pu glisser, tu aies pu associer à l'auto-leadership et à l'auto-leadership cet aspect de but ou de raison pour laquelle on a été créé. Parce que beaucoup de personnes vivent sans savoir exactement pourquoi est-ce qu'ils ont été créés. C'est vrai. Parce que même quand on parle du développement personnel, on se développe pour devenir quoi? Exactement. Bonne question. On se développe pour devenir soi-même. Alors, ce soi-même, là, c'est selon ce que Dieu nous a créé pour faire. Tu vois un peu. Alors, quand on comprend l'importance, ça ne devient pas seulement un truc de religion. Je crois que Mark Twain a dit quelque chose d'important. Les 2 jours les plus importants de ta vie, c'est le jour où tu étais né et le jour où tu as découvert pourquoi. Pourquoi? Exactement. Ça, c'est très puissant. Et si quelqu'un qui nous écoute dit, OK, je veux savoir comment est-ce que je peux faire pour découvrir la raison pour laquelle j'ai été créé. Quelles sont les suggestions ou alors les idées que tu peux partager avec cette personne si quelqu'un veut découvrir le but de sa vie, par exemple? La première des choses, c'est rentrer à l'origine. Si on parle de quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré, le feu Miles Monroe, il dit que l'objectif de quelque chose se découvre is found in the maker. Exactement. Tu vois un peu. Pour comprendre, donc tu peux pas poser la question à un autre être humain ou bien tu peux pas poser la question. You don't ask the thing its reason for being. Tu vois un peu. Exactement. Alors ça c'est la première des choses. Mais aussi un des moyens pratiques. Par exemple, quelqu'un peut dire non, moi je ceci, voilà. Je ne crois pas en Dieu ou toutes ces bonnes choses. Mais s'il y a quelque chose de simple que je peux donner, c'est comprendre ses passions et ses aptitudes. OK. Qu'est-ce qui me passionne et je suis capable de faire quoi? Tu vois, il y a des choses que, par exemple, il y a des choses qui sont innées. Il y a des aptitudes qui sont innées, des choses qui viennent, qui sont déjà au-dedans de nous. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de les développer à un niveau un peu plus élevé. Exactement. Et aussi, donc, ces choses aussi, il y a des choses qu'on peut faire et il y a aussi une certaine passion. Tu vois, il y a des gens qui ont certaines passions, qui sont certains dons, comme on dit en anglais, gifts that are inside of them, et puis aptitudes. Donc, si je dois limiter ça seulement à 2 choses, ce sera vos aptitudes et votre passion. OK. Mais si je dois pousser ça dans le niveau chrétien, là, il y a 5 choses. Et peut-être certaines personnes ne pourront pas appliquer l'autre qui s'attache au côté chrétien. Et je crois que c'est vraiment très important que nous sachions la raison pour laquelle nous avons été créés, parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont juste des touristes ici là sur cette terre. Et tu vas entendre parfois des gens dire « Oh, moi je suis seulement venu accompagner les autres ici sur cette terre. Moi je suis venu seulement accompagner ceux-là et ils pensent au temps avancé. Moi je les accompagne seulement. » C'est comme si ma vie n'a pas de sens. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont quand même cette petite voix-là qui leur dit au fond d'eux que ta vie
vaut beaucoup mieux que ça. Mais parce qu'ils n'ont pas un certain compas, une certaine direction, ils ne savent pas quelle direction prendre pour pouvoir avoir une vie épanouie, une vie qui leur mettra au centre de la raison pour laquelle ils ont été créés. Ils vivent une vie à la renverse, ils mènent une vie à la renverse comme ça. Pourtant, lorsqu'ils veulent appeler, ils savent qu'ils veulent appeler quelque part, ils ne prennent pas une bouteille d'eau pour composer le numéro. Ils prennent un numéro, ils prennent un téléphone parce qu'ils savent que le téléphone a été fait pour passer les appels. Lorsqu'ils veulent s'asseoir, très peu s'asseyent à terre, on s'assoit sur une chaise. Lorsqu'on veut se déplacer, personne ne se met à courir ou prend un cheval. Les gens prennent des voitures parce qu'ils savent que ces choses-là, leurs fonctions, elles ont été créées ou inventées pour remplir ces fonctions. Mais comment est-ce que les gens n'arrivent pas à imaginer que eux qui sont des êtres humains ont des buts aussi importants que ces choses. Non, je crois que le problème aussi, c'est de comprendre qu'il y a un problème pour lequel j'ai été créé pour résoudre. Il y a une situation pour laquelle j'ai été créé. Alors, généralement, on regarde souvent dans généralement, on se dit qu'il faut que ce soit quelque chose de sophistiqué. Mais par exemple, même au village, le charpentier, celui qui fait les nattes, est en train de résoudre un problème. Et vous allez voir que c'est chez lui qu'on va venir pour avoir ces nattes. Donc, du coup, on est prêt à dépenser ou à faire un style de troc. Moi, je t'amène le riz, toi, tu me donnes la natte ou tout ce qu'on peut faire. Pourquoi? Parce qu'il est en train de résoudre un problème. Donc, du coup, il y a quelque chose pour lequel on était créé pour résoudre. Même pour ceux, par exemple, qui se disent, OK, pour tous ceux qui sentent qu'ils ne sont pas spirituels ou chrétiens, je veux vous donner ça anyways. Mais vous allez retrancher ceux qui ne marchent pas pour vous. Exactement. Les 5 trucs, par exemple, les 5 choses sur lesquelles qui vont vous aider. Je vous ai donné 2. La passion et les aptitudes. Je vais ajouter. Donc, rentrons. La première des choses, c'est vos dons spirituels. Donc, il y a un don, il y a une certaine capacité. Il y a, par exemple, même des gens qui n'étaient pas tellement chrétiens, entre guillemets, mais qui pouvaient faire un rêve. Il fait un rêve et puis ça se fait. C'est un don. Exactement. Tous les dons viennent de Dieu. Les dons parfaits et toutes ces choses. Il y a certaines personnes, ils ont un don spirituel, le don d'hospitalité. Donc, quand vous êtes en leur présence, ils vous mettent tellement à l'aise. Donc, vous ne comprenez pas. Comme on appelle l'énergie, ce bon énergie, des bons vibes. C'est aussi un don. Il y a des gens, quand vous êtes autour d'eux, vous êtes seulement content. Ils sont, comme on dit en anglais, bubbly. C'est aussi un don. Donc, quand vous comprenez, 1, c'est quoi vos dons? 2, votre passion. Les choses que vous aimez ou les choses que vous aimez changer. Ou que vous sentez que non, things that don't sit well with you. Les choses qui ne sont pas... Qui ne traversent pas, que vous ne digérez pas facilement. Voulez changer. Ou ça peut être un groupe des gens que vous voulez aider. Les femmes, les jeunes, les enfants ou toutes ces choses. Et puis, le troisième point, c'est les aptitudes, les capacités. Qu'est-ce qui me vient naturellement? Je suis en mesure de faire quoi? Vous ne pouvez pas enseigner à un poisson comment nager. Nager, exactement. Ça vient seulement comme ça. Il y a des gens, il y a des choses qui viennent naturellement. Ça aussi, ça fait partie des choses pour lesquelles vous avez été créé. 4, votre personnalité. OK. C'est quoi votre personnalité? Tu vois un peu. Tu vas pas te dire que bon, moi, mon truc ou bien ma passion, c'est quoi? D'être hôtesse de l'air quand tu es tout le temps fâché. Exactement. Tu vois un peu. Exactement. Ou bien quand tu es un introverti. Il y a des choses que les introvertis peuvent faire, ils sont à l'aise. Et il y a des choses que les extravertis peuvent faire. Et puis, finalement, vos expériences. Quelles ont été votre expérience? Comment est-ce que vous pouvez utiliser cette expérience pour vous aider à découvrir votre but? Voilà. Wow. Donc, sans prêcher. Ça, dit ce que Pasteur David vient de dire, c'est extrêmement important. Et je crois que si les gens appliquent, les gens prennent ce que tu viens de dire au sérieux, je crois que les gens auront une vie accomplie. Ouais. Parce que je veux juste ajouter un tout petit peu à ce que tu as dit en ce qui concerne les problèmes que tu veux résoudre, que tu as l'impression que ce sont des situations que tu aimerais changer. Parce que nous avons, si tu vas par exemple sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui peuvent parler des problèmes
à longueur de journée. Telle chose ne marche pas, telle chose ne marche pas, telle chose ne marche pas. Mais ces personnes-là se limitent au niveau de la dénonciation, mais ils ne se voient pas comme des personnes qui sont censées résoudre ces problèmes-là. Ils remettent souvent toutes ces responsabilités sur quelqu'un d'autre, sur les dirigeants. Quand on prie à l'église, oh Seigneur, envoie telle personne pour s'occuper de telle situation, pour résoudre telle situation, sans savoir que le fardeau que Dieu met généralement dans nos cœurs est un signe peut être un signe qui nous titille que c'est pour ça que j'étais créé. Ce qui te dérange est ce que tu es censé arranger ou changer, fixer. Si ça te dérange pas, tu vas laisser comme ça. Exactement, parce qu'on peut être 10 devant une situation et peut-être 2 personnes seulement sont touchées par la même situation. Exactement. Les autres, ils s'en foutent carrément. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, si on commence à comprendre que ce qui nous dérange, ce qui nous fait perdre le sommeil, ces situations-là, que ce soit les veuves, on n'aime pas voir les veuves qui sont tristes, on n'aime pas voir les enfants de la rue, on n'aime pas voir les orphelins, l'injustice. Tu dois savoir que si ces situations te dérangent, ce sont des choses que tu es appelé à changer. C'est pour ça que tu as été créé. Et si quelqu'un réussit, par exemple, pasteur, à découvrir ça, il dit, OK, maintenant, en tant que leader, parce que ça fait partie aussi des qualités d'un leader, avoir un but pour sa vie, avoir un objectif pour sa vie. Maintenant, si tu décides, OK, j'ai déjà découvert ça, voilà la situation que j'aimerais changer. Par où est-ce que je dois commencer? Que dirais-tu à cette personne? Je crois que la première des choses, par où est-ce que tu dois commencer, ça rentre encore dans une des lois que j'aime souvent enseigner. La première des choses, c'est qu'est-ce que tu sais faire. C'est là que tu commences. Qu'est-ce que tu sais faire? Pourquoi? Parce que ce que tu sais faire, on ne tue pas le géant avec l'arme de quelqu'un d'autre. On tue le géant avec sa propre arme. Il y a un contexte, je crois que j'ai appris de quoi. C'est comme un dicton dans le village, dans notre village ou le village de mes parents, qui dit qu'on tue le serpent avec le bâton qu'on a à la main. Pas le bâton qu'on souhaite qu'on avait. Tu vois un peu. Alors, on commence toujours en se posant la question, qu'est-ce que j'ai? C'est par là. Dieu commence. Moïse, qu'est-ce que tu as en main? David, il voit, tu parlais de ça, on connaît l'histoire de David et Goliath. La plupart des gens connaissent. Ils savent que non, il y avait un géant, il y avait un jeune homme de 17 ans et tout ça. Parce que le problème, c'est celui-ci. C'est qu'on savait que David était appelé à être un guerrier. Comment? Quand il est arrivé à ce point-là. Exactement. Parce que quand vous regardez, la Bible elle-même, elle parle, il dit, pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath venait, il insultait l'armée d'Israël et il ne faisait pas quoi. Moi, j'ai souvent 2 questions qui me sont revenues dernièrement quand j'étais en train d'étudier. 1, ils attendaient quoi? 2, jusqu'à quand est-ce qu'ils allaient continuer à attendre? Exactement. Parce que ça fait déjà 40 jours, c'était des guerriers, ils étaient là. Alors, vous avez un David qui vient et il dit, mais c'est qui ça? Qui importune le nom de l'Éternel? Non, il faut qu'on fasse quelque chose. Il dit que moi, là, je vais aller le tuer. Pourquoi? Ça rentre encore dans ce que j'avais dit, son expérience. Alors, on dit, mais toi, tu n'es qu'un enfant. Il dit, mon expérience, là. Exactement. Tu vois? Quand il y avait un loup qui venait pour déranger les brebis de mon père que je gardais, je me battais avec. Donc, du coup, ça devient un atout. Alors, il se dit que de la même manière que je l'ai fait avec eux, je vais le faire devant. Donc, tu commences avec ce que tu as. Et puis après, tu améliores, tu grandis, tu évolues. Donc, c'est là qu'il faut commencer. Et, alors quand on se dit que, par exemple, généralement, on pense que ça doit toujours être quelque chose de financier et tout ça. Mais généralement, c'est pas toujours quelque chose de financier. C'est d'abord acquérir la connaissance. La connaissance, exactement. Quand vous avez acquis la connaissance, la deuxième des choses, c'est de comprendre comment est-ce que vous pouvez résoudre ce problème et quelle est la solution ou quelles sont les lois qui régissent ces choses pour les changer. Et puis 2, et puis 3, appliquer, passer à l'action. Exactement. Et j'aime ce que tu as parlé. Pour moi, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui ont des expériences, mais des expériences diverses. Et ces expériences, parfois, ne les servent pas dans le futur.
Non, je crois que les expériences, quand on parle des expériences, c'est une expérience où tu as tiré une bonne leçon. Okay. Une leçon que tu peux appliquer. You know, juste parce que vous avez quand on regarde seulement expérience, ça veut dire que quelqu'un a expérimenté quelque chose. Exactement. Donc, c'est quand vous avez tiré une bonne leçon. Donc, du coup, quand même tu parles, bon, quelqu'un qui a échoué dans le mariage et toutes ces choses-là, ouais, il a l'expérience. Il peut parler de comment, si tu fais ça, tu vas échouer. C'est vrai qu'il peut ne pas savoir ce qu'il faut faire pour réussir, entre guillemets, mais au moins il sait ce qu'il a fait pour qu'il échoue. Oh, ça c'est clair. Ça c'est clair. Comme Bill Cosby avait dit, je ne peux pas vous donner le secret de la réussite, mais je peux vous donner le secret de l'échec, c'est de chercher à plaire à tout le monde. Ouais, voilà. Yeah, donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant tout ce que tu as pu partager avec nous aujourd'hui. Et j'espère que vous avez été bénis, vous avez appris beaucoup. Aujourd'hui, comme on a dit tantôt, on parlait de l'auto-leadership et tu as donné véritablement beaucoup de connaissances, beaucoup d'astuces. Si quelqu'un écoute cette vidéo et la surécoute même plusieurs fois, parce que parfois on écoute une fois, on s'est dit que on a compris. Pourtant c'est faux, il faut écouter plusieurs fois avant de pouvoir comprendre véritablement, non seulement la connaissance qui est derrière, mais l'esprit qui est derrière, parce que derrière chaque parole il y a un esprit. Ouais. Et parfois l'esprit a la capacité de nous donner la capacité d'appuyer même ce que nous apprenons. Donc quelqu'un le fait, je crois qu'il deviendra quelqu'un de meilleur. Parce que nous sommes arrivés au terme de ce podcast, notre tout premier podcast. Ensemble. Merci. Vraiment. J'aimerais, est-ce que tu as un dernier mot à partager avec ceux qui nous écoutent avant qu'on se sépare? Je crois que tout ce que j'ai à partager, je crois que prochainement on pourra entrer en détail. Je crois que si vous avez appris quelque chose qui vous a aidé, peut-être tout ce qu'on a dit n'était pas pour vous, mais s'il y avait quelque chose, je crois que ce qu'il faudra faire, c'est passer à l'acte, passer à l'action. Pourquoi? Parce que la connaissance sans action, ça ne sert à rien. Alors, quand vous avez compris, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Et commencez là où vous êtes. Et si vous avez échoué plusieurs fois, n'essayez pas, mettez-le en pratique. Alors, la différence entre essayer et mettre quelque chose en pratique, c'est comme un sportif. Un sportif n'essaye pas de tirer des pénaltys. Il pratique les pénaltys dans le terrain avant le match. Donc, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas seulement une seule fois. Il le fait, il rate, il le fait, il rate, il le fait jusqu'à ce qu'il va devenir, jusqu'à ce qu'il va maîtriser. Et donc, c'est comme ça un peu avec la vie. Donc, on se dit que je ne veux pas seulement essayer, mais je veux le mettre en pratique. Et cela va dire que deux fois, vous allez échouer. Quand vous échouez, vous époussetez, vous vous levez, vous essayez encore. Et jusqu'à ce que vous allez maîtriser. Et je crois que plus vous le faites, plus l'expérience commence à venir. Et aussi pour tous ceux qui ont échoué avant, qu'ils se disent que l'échec, c'est pas une personne, l'échec, c'est un événement, c'est une situation et tout ça. Donc en finalité, tout commence avec vous et ça commencez là où vous êtes. Tout commence avec moi et je dois commencer là où je suis. Je crois que tu l'as dit dans un de tes podcasts quelque part et souvent je le dis aussi souvent. Je crois que il dit vous n'avez pas besoin d'être grand pour commencer, mais pour être grand, il faut commencer. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'être grand pour commencer, mais si vous voulez être grand, il faut nécessairement commencer. C'est avec cette pensée que nous allons nous séparer. Vous souhaitez une très bonne suite de journée, une très bonne soirée, une bonne nuit. Anytime, et on se voit très bientôt. Merci beaucoup, Pasteur David. Merci encore. Ça fait plaisir. Et à très bientôt. Je crois qu'on va se voir encore. Très bientôt, certainement. Merci.